Ok, donc comme Stéphane l'a dit, nous allons parler des recommandations OMS 2010 pour la prise en charge pédiatrique. Rien de nouveau parce que je sais que vous les connaissez toutes. En fait, pour le contexte, c'est juste pour dire que l'infection à VIH pédiatrique est vraiment un problème de santé publique en Afrique. En effet, parmi les nouvelles infections, 75% de ces nouvelles infections ont lieu en Afrique subsaharienne. Et parmi ces nouvelles infections, 370 000 touchent les enfants. Et pour ces enfants, chaque jour, il y a environ plus de 1000 nouvelles infections chez les enfants. Et 90% d'entre elles surviennent en Afrique subsaharienne. Parmi les enfants infectés dans le monde, qui sont au nombre de 2,5 millions, vous en avez 2,3 millions qui vivent en Afrique subsaharienne. Donc, c'est vrai que l'infection à VIH est un problème de santé publique, mais l'infection à VIH pédiatrique est vraiment une réalité. Ça aussi, vous le savez, que la particularité de l'infection à VIH pédiatrique, c'est que 50% de ces enfants, s'ils ne bénéficient d'une prise en charge adéquate, vont mourir avant leur 2e anniversaire. Et ça, c'est une étude qui est relativement ancienne, déjà qui nous le montrait, où on voit que à 2 ans et demi, 60% des enfants sont déjà décédés. Donc, il y a vraiment action à démarrer les activités très tôt. C'est vrai que le tableau semble être sombre. Cependant, il faut dire que depuis l'avènement des antirétroviraux, le visage de l'infection à VIH pédiatrique a changé. Cette étude aussi, vous la connaissez, l'étude Cher, qui a montré que la mise sous traitement précoce au cours des 3 premiers mois de vie permet de réduire la mortalité de 75% chez les nourrissons. Donc, en mettant les enfants sous traitement de façon précoce, on peut réduire de façon drastique la mortalité. Donc, l'objectif de la prise en charge pédiatrique, ce serait de dépister précocement les enfants et de pouvoir leur offrir le traitement antirétroviral. Et cela va réduire la morbidité et la mortalité du fait d'une prise en charge de qualité. Le dépistage précoce. Marie-Laure nous en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on entend par dépistage précoce? Si vous prenez seulement le dictionnaire, ce serait des procédures d'identification d'une maladie à partir de symptômes et cela de façon anticipée. Donc, il ne faudrait plus attendre d'avoir des signes pour faire la proposition de tests de dépistage. Et le dépistage, on l'a vu aussi hier avec les cas cliniques, il peut être clinique et biologique. C'est vrai que le diagnostic de certitude repose sur la biologie, mais on peut faire un diagnostic clinique de l'infection à VIH. Et il ne faut pas l'oublier dans notre contexte. Qui peut bénéficier d'un diagnostic précoce? Je dirais tous les enfants. Dès qu'on entre en contact avec un enfant, on devrait pouvoir proposer le test de dépistage. Et là, vraiment, on va rentrer dans le diagnostic précoce. Maintenant, on sait que vu les conditions de travail, vu parfois la disponibilité des intrants et tout, il n'est pas forcément possible de faire la proposition de test à tout le monde. Cependant, les 3 catégories qui suivent, on ne devrait pas pouvoir rater la proposition de test et aboutir au dépistage. Donc, tous les enfants nés de mères exposées, on devrait pouvoir leur faire un dépistage précoce. Il en est de même pour les enfants ou les frères et sœurs d'une personne dépistée VIH positive. Et maintenant, tout enfant que vous recevrez dans vos consultations et qui présente des signes en faveur d'une infection à VIH. Ces 3 catégories, malgré la charge de travail, il faudrait qu'on puisse arriver à leur faire une proposition de test. On se dirait, mais pourquoi on n'arrive pas à dépister ces enfants? Parce que souvent, quand vous voyez les rapports de l'ONU-SIDA, on annonce des chiffres d'enfants infectés, mais souvent, quand on additionne tous les cohortes des différentes structures de nos pays, on est vraiment toujours très loin du compte. Donc, est-ce que ces enfants existent ou ils n'existent pas? Peut-être qu'on ne sait pas où aller rechercher ces enfants. Il y a les portes d'entrée classiques de la pédiatrie. La pesée, la vaccination, les services de consultation, l'hospitalisation. Et à toutes les portes d'entrée qui sont dans la structure médicale, on va y aller avec ce qu'on appelle le conseil de dépistage à l'initiative du prestataire. Ça, il faut aussi que ce soit quelque chose qui rentre dans nos habitudes.
Maintenant, en dehors des portes d'entrée pédiatrique classiques, vous avez les portes adultes, mais du fait que maintenant on prône la prise en charge familiale, en touchant l'adulte, vous pourrez avoir accès aux enfants. Donc, ça peut être la consultation prénatale, ça peut être les services de maternité, planning familial. Qui doit être impliqué? Parce que ça aussi, les cas cliniques nous ont montré que ce n'est pas évident. On peut avoir toute la technologie et ne pas pouvoir arriver au diagnostic. Donc, j'ai marqué toute personne qui est en contact avec un enfant. Ça part de la cellule familiale, la mère, le père, la famille proche. Ça passe par le prestataire de santé, mais aussi ça s'élargit à la communauté. Communauté, par là j'entends sensibilisation des leaders communautaires. Ainsi, les populations ont déjà l'information sur le VIH. Quand ils viennent dans les structures de santé, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on leur propose le test et ils sont plus enclins à accepter. Le diagnostic présomptif, parce qu'on a dit il faut rester clinicien, le diagnostic est d'abord clinique. Et avec les éléments du diagnostic présomptif, vous pouvez vous dire qu'à 90-95% des cas, cet enfant sera vraiment VIH positif au bout du rouleau. On commence toujours par une sérologie classique. On sait qu'elle peut être positive chez le nourrisson de moins de 18 mois sans pour autant qu'il soit infecté. Maintenant, on a 3 cas de figure. Donc, au moins, la sérologie positive nous dit que c'est un enfant qui est rentré en contact avec le virus d'une manière ou d'une autre. Le premier cas, c'est un nourrisson qui est symptomatique et qui présente au moins 2 des signes énumérés. Donc, soit une candidose buccale, soit une pneumonie sévère, soit une septicémie. Le deuxième cas de figure de diagnostic présomptif, c'est un enfant qui a un test anticorps positif et qui a une maladie classant SIDA. Je ne vous ferai pas l'injure de demander les pathologies qui classent SIDA, mais par exemple, vous avez l'amaigrissement sévère, la tuberculose extra-pulmonaire, la pneumocystose, etc. Et le troisième cas de figure, toujours sérologie positive, dans l'histoire de la maladie, quand on interroge cet enfant, enfin la famille de cet enfant, il peut avoir la notion de mère décédée récemment d'infection à VIH. Ou bien la mère est toujours vivante, mais au stade 4 de l'infection à VIH. Si vous avez accès au CD4 et ces CD4 sont inférieurs à 20% pour cet enfant, vous pourrez aussi dire qu'il y a une très forte chance qu'il soit infecté. Donc, diagnostic présomptif, mais qui vous permet d'engager la prise en charge. Et maintenant, dès que possible, il faut le confirmer, soit par la PCR, s'il a moins de 18 mois et vous pouvez avoir accès quand même à cette PCR, ou par la suite par la sérologie classique. C'est vrai, on parle de diagnostic précoce, on sait les avantages du diagnostic précoce, mais est-ce si évident? Cela a des contraintes parce qu'on travaille avec l'enfant. Il faut d'abord pouvoir même identifier tout simplement ces enfants. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de document uniforme sur le plan national qui peut nous dire qu'un enfant est un enfant exposé issu d'une personne vivant avec le VIH. Le carnet de santé actuel n'a aucune information relative au VIH. Et dans beaucoup de nos pays, c'est comme ça. Donc, chacun use de codes différents pour pouvoir identifier une femme infectée au VIH. Ça peut être qu'on a identifié l'enfant, mais les familles n'acceptent pas le test de dépistage. S'ils n'acceptent pas, vous ne pouvez pas normalement dépister cet enfant. Si la famille a accepté, ça peut être le problème d'accès au diagnostic. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas toutes les structures de santé qui ont accès au dépistage précoce. Donc, par moment, il faudra référer l'enfant. Là aussi, c'est une autre contrainte. On a pu prélever cet enfant. Dans nos pays, la plupart du cas, on a 1 ou 2 laboratoires qui peuvent réaliser la PCR. Il faut acheminer ces prélèvements. Ça aussi, c'est une autre contrainte parce que ça demande des moyens financiers ou ça demande l'implication des prestataires et par moment, ils vous disent que ce n'est pas leur rôle d'acheminer des prélèvements. On a pu acheminer nos prélèvements, le délai de retour des résultats. Docteur Aurore l'a dit, par moment, les machines sont en panne. C'est vrai qu'elle a dit, tôt ou tard, vous recevrez le résultat, mais le tôt ou tard, par moment, pour les familles, c'est
ça a un impact lourd sur la santé des enfants. Et lorsqu'on a ces résultats, il faut pouvoir les annoncer aux familles. Ça aussi, ce n'est pas une mince affaire. On a déjà parlé aussi de cette étude Pédiacam, où là, c'est un projet de recherche. Donc, vraiment, tout est bien ficelé, tous les moyens sont mis à disposition. Mais vous voyez quand même que 16% d'enfants n'ont pas pu bénéficier du diagnostic précoce pour différentes raisons. Soit ils ne sont pas revenus à la visite pour pouvoir faire le prélèvement, soit ils ne sont pas revenus pour prendre les résultats. Certains sont décédés en tant différentes raisons qui ne permettent pas parfois d'aboutir à un diagnostic précoce. Quel devrait être notre rôle, nous prestataires de santé? On devrait, par tous les moyens possibles, essayer d'assurer l'identification de ces enfants, qu'on puisse les reconnaître dans nos structures. Nous, personnels de santé aussi, nous devons organiser les soins. C'est vrai, on parle de prise en charge multidisciplinaire, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui coordonne ces soins. Sinon, ça va un peu dans tous les sens et le malade, quand il ne se retrouve pas, il arrête. Donc, pouvoir organiser. En organisant, il faut renforcer les capacités pour que chacun sache ce qu'il a à faire. S'impliquer dans le continuum de soins. Je ne dis pas que c'est nous qui allons faire tout la prise en charge de l'enfant dans toutes ses composantes, non. Mais il faut qu'on sache ce qui se passe pour éviter les dérives. Une tâche qu'on n'aime pas beaucoup, c'est le remplissage des outils de collecte de données. Mais je vous avoue que c'est avec ces données-là qu'on peut justement partager sur certaines choses. Ça peut être objet de satisfaction pour nous-mêmes, déjà pour dire « Ah, je me donne du mal, mais les résultats sont bons ». Ou par contre, ça peut nous emmener à nous interroger sur certaines questions, voir « Ah, ça ne marche pas bien, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et c'est un peu ce que nous avons fait pour la prise en charge, pour la PCR en Côte d'Ivoire. On s'est arrêté à un moment donné pour dire « On va analyser un peu les premiers résultats qu'on a eus ». Ce ne sont pas des résultats sur tout l'ensemble du pays. Ce sont des données qui proviennent de 137 sites soutenus par ECPAF. Je tiens à préciser que jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire, on utilise les recommandations OMS 2006, c'est-à-dire que les enfants de moins de 24 mois ne sont pas mis systématiquement sous traitement. C'est s'ils ont des critères cliniques ou biologiques qui sont mis sous traitement. Donc, au cours de la période d'avril 2008 à juin 2010, 7600 tests ont été réalisés. Et 935, soit 13,3% de tests sont revenus positifs. Ça semble être une prévalence élevée, mais le dépistage précoce est ouvert aux autres portes d'entrée de l'enfant. Et quand on se focalise sur les enfants qui ont eu accès à la PTME, la prévalence diminue un peu, elle est de 10%, ce n'est pas extraordinaire. Mais par contre, ce qui est flagrant, ceux qui n'ont pas eu accès à la PCR, là, la prévalence est beaucoup plus élevée, supérieure à 25%. Donc, quoi qu'on dise, la PTME marche. On pourrait l'améliorer justement si on met en œuvre les nouvelles recommandations de l'OMS. On s'est dit, ces enfants qu'on dépiste positifs, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'en fait, le plus important, ce n'est pas seulement de faire le diagnostic, mais c'est de prendre en charge ces enfants-là. Donc, parmi les 935 enfants qui ont été dépistés VIH positif, seulement 845, pour 841 enfants, on a pu faire l'annonce aux familles. Donc, déjà, entre ces deux premières étapes, on a perdu 10% des enfants. Pourquoi? Parce que le délai de rendu de résultats varie entre 2 semaines à 2 mois. Donc, or, on convoque en général les familles au bout de 4 semaines. Quand une maman vient une fois, 2 fois, le résultat n'est pas disponible, ce n'est pas évident que vous puissiez la retrouver après. Parmi les enfants dont les familles ont eu l'annonce du résultat positif, 756 ont pu être référés pour une prise en charge parce que souvent ça se déroule dans les centres de PTME qui ne sont pas des centres de prise en charge parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, ce n'est que les médecins qui sont habilités à prescrire le traitement antirétroviral. Là encore, on perd 10% des enfants. Étant donné qu'on a une recommandation OMS 2006, lorsque les enfants arrivent dans le centre, ils ont un bilan d'éligibilité tant clinique que biologique. Là encore, on perd 8% des enfants. Quand ils ont eu un bilan,
seulement 510 ont été mis sous traitement antirétroviral. Donc vous voyez, parmi les enfants dépistés positifs, 46% de ces enfants n'ont pas eu accès au traitement antirétroviral. Donc on dépiste, mais la suite logique qui devrait être l'accès au traitement antirétroviral n'est pas effectif. Et on se rend compte aussi que 35% des enfants sont après soit perdus de vue, soit décédés. On a voulu regarder d'un peu plus près la question des perdus de vue et des décédés. On se rend compte que pour les perdus de vue, environ 30% le sont avant l'annonce. Mais par contre, plus de 60% le sont après l'annonce, c'est-à-dire qu'on a pu entrer en contact avec ces familles, mais on les a perdus encore à un moment donné. Et c'est la même chose pour les patients décédés. Avec l'analyse de ces données, on s'est rendu au niveau du programme national de prise en charge des personnes vivant avec le VIH pour leur dire qu'il y a urgence qu'on adopte les recommandations 2010. Parce que l'État et les partenaires mettent beaucoup d'argent pour dépister les enfants, mais la suite logique ne se fait pas. Les enfants ne sont pas mis sous traitement, ils décèdent ou du fait de notre circuit qui est trop long, les étapes qui sont trop longues, on les perd. Donc, il y a urgence d'adopter les recommandations OMS 2010. Donc, voilà un peu l'importance de recueillir les données pour pouvoir les analyser. Et parfois, elles-mêmes, elles parlent pour nous, pour faire les plaidoyers au niveau des politiques qui peuvent adopter les recommandations. Quand débuter le traitement? Parce qu'on a dit que c'est la suite logique du dépistage. On ne se pose plus de questions. Depuis les recommandations OMS 2010, tous les enfants de moins de 24 mois doivent être mis sous traitement. Donc, il n'y a vraiment plus à réfléchir. Pour les enfants plus grands, ceux de entre 2 ans et 5 ans, soit parce qu'ils ont des CD4 inférieurs à 25%, certains demandaient la dernière fois la corrélation avec le nombre absolu. Donc, 2 ans à 5 ans, si les CD4 sont inférieurs à 750, mais privilégier le pourcentage. Et pour les enfants de plus de 5 ans, CD4 inférieur à 20% ou inférieur à 350 cellules par millimètre cube. On a vu que le traitement précoce, certains pourraient dire, mais pourquoi ce traitement précoce? On a déjà montré cette diapo pour dire que le traitement précoce marche, ça réduit la mortalité. Mais est-ce que dans la vraie vie, ça fait pareil? Si vous regardez cette méta-analyse de Kit Hartling, qui est l'analyse d'un ensemble de bases de données, on aurait tendance à dire, c'est ce que l'analyse montre, que les enfants de moins de 12 mois ont une mortalité plus élevée après 1 an de traitement. Mais, ici, ce ne sont pas des enfants qui ont été mis sous traitement de façon précoce effective, c'est-à-dire sans signe et au cours des 3 premiers mois. Ce sont des enfants qui ont été mis sous traitement selon un peu les recommandations OMS 2006. Donc, si vous attendez d'avoir des critères d'éligibilité à la mise sous traitement, le bénéfice que vous avez vu sur la diapo précédente s'annule. Donc, il faut vraiment mettre de façon précoce et systématique ces enfants sous traitement antirétroviral. Or, dans la réalité, c'est que dans les pays du Sud, les enfants sont mis relativement tard sous traitement. Quand vous regardez cette diapo, si on fait la moyenne d'âge, elle sera aux environs de 5-6 ans. Donc, il y a encore du travail à faire pour mettre ces enfants sous traitement de façon précoce. Quel traitement pour les nourrissons? Je pense que dans les ateliers précédents, on en a déjà parlé. Pour les enfants exposés, commencer par 2 nucléosidiques plus une antiprotéase exposée ayant reçu de la névirapine. Single dose, plus long, commencer par antiprotéase. Pour les enfants non exposés ou donc pour lesquels on n'a pas d'informations, éventuellement on peut commencer avec la névirapine. Pourquoi l'antiprotéase? Cette étude aussi qui n'est pas si récente
avait déjà montré que le risque d'échec virologique en utilisant la névirapine chez des enfants exposés est plus élevé. Quel traitement de première ligne pour les autres enfants? 2 nucléosidiques plus un non nucléosidique. On sait que pour les nucléosidiques, l'association de choix AZT3TC ou abacavir 3TC ou DKT3TC en cas d'anémie. Pour le non nucléosidique, ça dépend de l'âge. Pour les moins de 3 ans, la névirapine. Pour les plus de 3 ans, névirapine ou efavirenz. La première ligne peut être 3 nucléosidiques. Merci. La première ligne peut être 3 nucléosidiques ou, dans certains cas, 2 IN plus 1 IP. L'échec, on en a parlé hier, c'est peut-être juste pour fixer les idées. Pour parler d'échec, il faudrait quand même avoir une durée de traitement supérieure ou égale à 6 mois. S'assurer que l'observance est bonne, optimale. Avoir éliminé toute affection ou infection intercurrente. Avoir éliminé également un syndrome de reconstitution immune et s'assurer que l'enfant a une alimentation adéquate. L'échec, il peut être clinique, immunologique ou virologique. Clinique, ce serait le retour ou la persistance d'un stade 3 ou 4 après 6 mois à 1 an de traitement. L'échec immunologique, c'est en fonction de l'âge. Chez les nourrissons de moins de 24 mois, si les CD4 sont inférieurs à 25%. Chez les enfants entre 2 ans et 5 ans, si les CD4 sont inférieurs à 10% ou inférieurs à 200 cellules par millimètre cube. Et chez l'enfant de plus de 5 ans, si les CD4 sont inférieurs à 100 cellules par millimètre cube. Et on parlera d'échec virologique lorsque la charge virale est supérieure à 5000 copies. Le traitement de seconde ligne, un peu en fonction du traitement de première ligne, je ne rentre pas dans les détails, Marie-Laure nous en a beaucoup parlé. Pour la dernière ligne, Stéphane reviendra dessus. C'est vrai, on a parlé beaucoup de traitements antirétroviral, mais vous savez que la prise en charge d'un enfant infecté ne peut pas se limiter au traitement antirétroviral. Il ne faut pas oublier toutes les autres activités de prévention, que ce soit la prophylaxie primaire des infections opportunistes par le cotrimazole, la vaccination, la nutrition. Je pense que David nous a montré l'importance de la prise en charge nutritionnelle dans la prise en charge de nos patients. Étant donné que c'est des patients qu'on va mettre de plus en plus précocement sous traitement, donc ils seront exposés aussi de façon plus longue aux médicaments, il faudra aussi gérer tout ce qui est toxicité au long cours, lipodystrophie, dysfonctionnement d'organes. L'aide à l'observance est cruciale si on veut essayer de maintenir nos lignes thérapeutiques le plus longtemps possible. Et comme l'a montré hier Catherine et Ida, tout ce qui a trait à l'accompagnement psychologique, surtout de l'adolescent. En conclusion, les recommandations OMS présentent des défis pour leur mise en œuvre programmatique. Car vous allez voir dans nos pays, les processus d'adoption, d'adaptation de ces recommandations sont souvent très longs parce que ça a des implications programmatiques, coûts, diffusion, chaîne d'approvisionnement pour les médicaments, parfois mise à niveau des prestataires de santé. Et je suis sûre que si dans la salle on essaie de demander quels sont les pays qui mettent en œuvre effectivement, je ne dirais pas qui a adopté, on a quasiment tous adopté les recommandations, mais très peu d'entre nous ont commencé à les mettre en œuvre. Or, on sait que la prise en charge pédiatrique de l'infection à VIH demeure le maillon faible dans les activités en lien à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Les défis à relever sont le diagnostic précoce et tout ce qui a trait à la gestion du traitement antirétroviral. Parce qu'on est passé d'une infection dévastatrice, parce que beaucoup ne voulaient pas s'impliquer dans la prise en charge des enfants, parce qu'ils se disaient c'est des morts, on peut dire, en puissance. Donc, on est passé d'une infection dévastatrice à la gestion d'une pathologie chronique.
Je vous remercie.